Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis vraiment très touchée de votre présence. Je suis très touchée aussi du mot de Nadine. Merci beaucoup. Ce livre-là, en fait, ce troisième livre-là, vient pour moi boucler une boucle qui a été commencée il y a longtemps, il y a fort longtemps, quand j'ai commencé mes études de maîtrise et de doctorat où je me suis spécialisée en sociologie historique du genre et qui s'est poursuivie ensuite à travers mes enseignements à l'université en sociologie et en études féministes, qui se sont poursuivis aussi au Conseil du statut de la femme à travers les différentes recherches qu'on a pu mener là-bas. Et donc, qui m'amène jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais c'est un projet qui a été débuté en 2018, ça fait longtemps déjà, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, durant mon dernier congé de maternité, en fait, où je me suis dit, j'ai du temps un peu, je vais me mettre à travailler. J'ai commencé ce projet-là. Et donc, il a pris son envol. Il a été ralenti par les vicissitudes de la vie, les changements professionnels, les délais liés à l'évaluation scientifique, hein, qui sont quand même ceux qu'on connaît, pour aboutir aujourd'hui, plus de 5 ans plus tard. C'est un livre qui vient, pour moi, vraiment lier mes enseignements en sociologie et en études féministes avec les résultats de recherche empirique qui nous permettent de comprendre comment les rapports de genre se sont transformés dans les dernières décennies au Québec. J'ai voulu proposer à travers ce livre-là, comme le disait Nadine, un peu à cause de mon indépendance, si on veut, c'est-à-dire le fait que c'est un projet personnel à quelque part, une synthèse générale qui repose sur des données québécoises, ce qui n'existe pas vraiment pour la période contemporaine, et qui établit des liens entre les différentes dimensions de ce système social-là, qui sont souvent pris isolément, actuellement peut-être en particulier, tantôt sous l'angle des violences, tantôt sous l'angle de l'identité, tantôt sous l'angle du travail, alors que de mon point de vue, c'est quand elles sont articulées qu'elles deviennent encore plus signifiantes les unes et les autres. Dans tous les moments de ma trajectoire professionnelle, jusqu'à maintenant, j'ai constamment eu l'impression de me situer un peu à l'interface de différents mondes, entre des disciplines différentes, entre le milieu universitaire et la recherche dans la fonction publique, ou entre différentes approches féministes. C'est aussi d'ailleurs une particularité des femmes que j'avais étudiées dans ma thèse de doctorat, cette espèce de souhait, de tentative toujours de lier ensemble des choses qui souvent sont vues un peu de façon séparée. Je pense que le livre que je lance aujourd'hui, c'est encore une fois une manière de me placer à l'interface de différents mondes entre la recherche et les différents milieux de pratique qui utilisent les savoirs sur le sexe, le genre et le féminisme à différentes fins. Et c'est en particulier à mes collègues des dernières années dans le milieu de l'éducation que j'ai pensé le plus dans la finalisation de ce livre-là, tout comme aux collègues de la fonction publique en général, je dirais. J'ai voulu leur offrir un livre qui est accessible, bien qu'exigeant là, à certains égards, mais pour les soutenir dans leur travail, notamment dans l'enseignement du programme d'études culture et citoyenneté québécoise qui vient d'arriver dans le réseau scolaire, mais aussi dans l'ensemble des politiques publiques qui concernent d'une manière ou d'une autre la question du genre et qui sont au jour d'aujourd'hui très nombreux. Hein. Ça revient beaucoup dans toutes nos discussions. C'est possible que les spécialistes universitaires du genre et du féminisme n'y apprennent finalement pas tant de choses que ça. J'en suis bien consciente. L'objectif de cette synthèse-là, c'est d'abord de revenir au fondement des travaux en études féministes qui sont vraiment pas si bien connus dans les différents milieux professionnels. Je voulais aussi rappeler certains acquis des études féministes québécoises qui sont à l'aube d'être oubliés en cette période de transformation rapide où souvent la mémoire, là, on l'oublie à travers ça. Rendre hommage d'une certaine manière à mes prédécesseurs et rappeler certains éléments qu'on oublie parfois en ce moment, comme le fait que, par exemple, le genre ne se ramène pas uniquement au ressenti ou à l'identité individuelle, ou encore que le sexe n'est pas seulement une réalité biologique, que les changements sociaux ne sont jamais que l'affaire des idées ou des intentions de la volonté individuelle, qu'ils sont complexes, qu'ils sont lents et qu'ils sont parfois réversibles. La richesse des travaux universitaires sur le genre est vraiment extraordinaire. Il y a une multiplication dans les dernières décennies, un foisonnement qui parfois nous fait perdre un peu la tête. Mais la sophistication théorique et leur multiplication, justement, rend parfois peu accessible aux différents milieux de pratique qui mobilisent ces concepts-là de sexe, de genre, de féminisme et qui doivent, eux, transiger avec des personnes dont les évidences sur le féminin et le masculin sont encore très naturalisées. Donc, revenir aux bases et disposer
d'un portrait d'ensemble fondé sur des observations empiriques actuelles paraît dans ce contexte nécessaire pour qu'on puisse, à mon avis, vraiment tirer profit des savoirs féministes au-delà des bonnes intentions qui sont souvent vraiment présentes. Donc, dans le livre, vous trouverez successivement des chapitres qui portent sur les concepts et les courants théoriques qui coexistent en études féministes et dans le mouvement féministe francophone au Québec, sur la représentation politique des femmes, sur l'histoire des femmes et du féminisme, la socialisation de genre, la division sexuelle du travail, les unions conjugales, l'ordre symbolique de genre, la question des sexualités et finalement la violence envers les femmes et les minorités sexuelles. Donc, c'est un peu le lien entre tous ces éléments-là que j'ai voulu articuler dans cet ouvrage-là. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore d'être présent. On ne veut pas se faire trop long parce qu'on a une belle table ronde justement pour échanger et à espérer que vous allez apprécier cette lecture. Merci beaucoup, Hélène. Table ronde, donc, panélistes, vous avez 5-6 minutes, mais je vous avoue que je ne regarde pas ma montre. Je n'ai pas de montre. L'ordre, je ne sais pas si cela vous convient. Je commencerai avec vous, Julie Villechêne. Par la suite, Anne-Julie, et vous pouvez toujours changer en cours de route. Mais disons que, on va faire ça. Ça marche-tu? Ben oui. Est-ce que je vais me lever parce que... Ben oui, c'est parfait, Julie. Si ça ne vous dérange pas. Faut pas que attends. Par exemple, tu vas partir avec les verres. Non, bouge pas. Ah oui, on est toutes les deux. OK. OK, merci. Voilà. Je me trouvais un peu trop bas, je suis désolée. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, Hélène. Je te remercie de m'avoir invitée. Et ça tombe bien, j'ai du temps, parce que comme vous savez, le Parlement est en prorogation. Ça veut dire qu'il n'y a pas un parlementaire qui siège dans à peu près la pire crise de notre histoire. Alors donc, ça me fait plaisir d'être ici. Au moins, je fais quelque chose d'utile. Donc, je me rappelle encore quand nous travaillions au Conseil du statut de la femme, Hélène m'avait montré avec fierté son tout dernier livre sur la présence des femmes dans les sciences sociales françaises au début du 20e siècle. Grosse brique. J'étais présidente du conseil, Hélène était ma directrice de recherche et donc j'étais bien chanceuse d'avoir une intellectuelle de ce calibre avec nous. Nous discutions beaucoup, nous débattions encore plus, dans les couloirs, dans nos bureaux, car nos visions du chemin à suivre pour parvenir à l'égalité n'étaient pas toujours le même. Hélène était plus analytique et maîtrisait, comme vous l'avez vu dans ce livre, les concepts féministes sur le bout des doigts. Moi, j'étais un peu plus pragmatique. Je souhaitais qu'on fasse plus de terrain et qu'on soit plus inclusive. On a eu beaucoup de belles discussions. Je voyais les progrès, elle rappelait le chemin qui restait à parcourir. Je crois que ces discussions très animées, mais respectueuses, nous ont rendus meilleures toutes les deux. Nous célébrons aujourd'hui la sortie du tout dernier livre d'Hélène. 300 pages. Petit caractère. Un ouvrage bourré de références. Évidemment, j'exagère un peu. Là. On est capable de lire. Un ouvrage bourré de références. Je suis loin de l'avoir tout lu. Le propos est complexe, la fameuse théorie du genre, revisitée, réfléchie et tout. On est quand même dans du lourd. Plein de nuances et requiert une bonne dose de concentration que je n'ai pas toujours en ces temps de guerre tarifaire avec nos voisins. Mais j'en ai lu quelques sections sur le corps, les sexualités et l'éducation sexuelle dans les écoles, sans doute, car ce sont des enjeux proches de ceux que j'ai portés au Sénat, soit la protection des enfants de la porno en ligne. Hélène raconte fort bien les tristes ratés des réformes de l'éducation sexuelle dans les écoles, alors qu'on a déjà été à l'avant-garde en 1980. On a longtemps favorisé une approche sanitaire et biologique, décrit-elle, au détriment des questions comme le désir sexuel des filles. Et je la cite. « Il apparaît déterminant de ne pas considérer les adolescentes uniquement comme des individus à protéger et à contrôler, mais comme des gens capables de réflexivité, d'agentivité, qu'il faut accompagner dans la découverte positive de la sexualité et du plaisir. » Je suis totalement d'accord avec ça. Vous savez sans doute, Hélène, que Hélène a travaillé sur la dernière mouture du programme d'éducation à la sexualité. Je suis sûre qu'il y a des collègues à elle ici.
Elle qualifie ce nouvel enseignement de plus systématique, mais soulève les ratés des formations et un engagement inégal des directions d'école. J'espère ardemment que cette dernière réforme soit la bonne. Je martèle sans arrêt que c'est la meilleure façon et de loin de prévenir les préjudices sexuels subis par les jeunes. Dans le chapitre 8, j'ai appris plein de choses. Imaginez, on ne fait pas mention du clitoris en éducation à la sexualité au Québec avant, tenez-vous bien, 2023. Et les normes de genre sont tellement fortes que la pilosité demeure encore aujourd'hui impensable pour bien des femmes. T'as vu, Hélène, j'ai choisi des sujets un peu plus légers quand même. Même dans l'intimité des relations sexuelles, être poilu diminuerait le désir et le plaisir de certaines. Hélène Charron déboulonne les mythes et fait œuvre utile sur plein de sujets intimes dont on parle trop peu. Là où je suis restée un peu sur ma faim, parce que, comme tu le sais, j'aime le débat, Hélène, c'est sur la pornographie. L'auteur aborde trop brièvement, à mon avis, ce sujet central aujourd'hui dans la sexualité des jeunes femmes. Elle écrit bien sûr que la porno est sexiste, encourage la domination, l'exploitation et la violence, mais on ne peut passer sous silence que plusieurs études documentent les effets pervers pour les jeunes femmes de cette épidémie d'images porno accessible à tous, partout sur le web, tout le temps. Je ne citerai qu'un exemple sur les perceptions. Une enquête du commissaire britannique, de la commissaire britannique à l'enfance, révèle que 47% des jeunes de 16 à 21 ans, donc des jeunes des deux sexes, affirment que les filles s'attendent à ce que les activités sexuelles impliquent des agressions physiques, comme l'étouffement ou les claques. 42% de ces jeunes des deux sexes disent que la plupart des filles apprécient des actes d'agression sexuelle. C'est très, très troublant. De plus, les activités sexuelles en vrai diminuent au profit des contacts en ligne. Les stéréotypes de genre sont en hausse. Bref, pour moi, la porno est une menace sous-évaluée à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que la porno aujourd'hui, ce n'est pas la porno d'il y a 20-30 ans. C'est vraiment beaucoup plus dur. Et donc, pour moi, l'égalité entre les femmes et les hommes passe aussi par des relations intimes saines et égalitaires. Et ce n'est pas la porno féministe, très minoritaire, qui va contrebalancer ce tsunami. Bref, comme tu vois, Hélène, je continue à débattre avec toi. Mais je suis consciente qu'on ne peut pas tout dire dans un livre de référence qui ratisse aussi large. Hélène, et ce n'est pas une surprise pour toi, tu as couvert avec brio et rigueur dans cet ouvrage beaucoup, beaucoup de terrain. Bravo, chère amie. On va séparer ça. Alors, oui, bien peut-être, la première question que tu voulais nous lancer, Frédéric, c'était, oui, ben c'était, je me lance alors à ta place. Donc, comment l'ouvrage peut-elle apporter, on s'est préparé quand même, là, comment cet ouvrage, amené par Hélène, prépare en fait, nous amène de la théorie à la pratique. Puis, ben tiens, nous, avec des champs complètement divergents, mais qui se retrouvent aussi dans le livre que tu as bien nommé, Julie. Moi, mon champ de pratique actuellement, c'est le milieu du travail, donc le milieu syndical. Évidemment, je me suis reconnue dans ce livre-là, c'est-à-dire que j'ai revisité les bases théoriques avec plaisir et bonheur. Puis ça m'a permis aussi, puis je pense que c'est ça la contribution de cet ouvrage-là, de se situer aussi par rapport, comme féministe, puis comme féministe dans notre travail au quotidien. Moi, je vis un féministe très, très pragmatique, c'est-à-dire que je fais de la gestion dans une équipe de travail où on soutient des militantes syndicales qui réfléchissent à divers degrés sur le féminisme en général, sur la division sexuelle du travail. Je travaille à la Fédération interprofessionnelle de la santé, donc les enjeux qui touchent à l'organisation du travail, la reconnaissance du travail, tout ce qui touche aussi à ce qui est à l'extérieur du travail, la conciliation travail-famille, études, la proche aidance, évidemment, qui est liée.
Donc, les théories qui sont exposées et aussi les études qui sont révélées, parce que c'est une synthèse de ce qu'il y a de plus récent, en fait, sur tous ces sujets-là. Moi, m'est apparu comme étant très utile pour la poursuite de notre travail, c'est-à-dire que ça m'a permis, d'une part, de me situer comme féministe, comme type de féministe qu'on pratique, de requalifier aussi, des fois on oublie, là, de requalifier qu'est-ce qu'on fait, tout ça, puis quels sont les apports des différents courants dans notre pratique au quotidien. Donc, je pense entre autres à toute la question du féminisme matérialiste. Là, ultimement, je m'occupe de conditions de travail, d'argent, de reconnaissance du travail des infirmières, des professionnels en soins au Québec. C'est très, 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 très pratico-pratique. Puis le parcours aussi des militantes syndicales a été très fort au niveau des conditions de travail. Mais là, un nouveau champ s'ouvre avec l'apport théorique d'autres courants jusqu'au courant plus récent, postcolonial et intersectionnel. Tu l'as tout lu. Oui. Bravo! Mais moi, ma partie concernait plus le centre, c'est ça. Alors, puis ça nous aide aussi à re-questionner, en fait, notre travail, puis à ouvrir nos œillères sur est-ce qu'on rejoint toutes les femmes? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce que notre travail, est-ce qu'on a des pratiques qui sont inclusives dans notre travail? Comment est-ce qu'on peut outiller les militantes syndicales dans leur travail au quotidien pour accueillir des militantes accueillir des membres qui vivent différentes situations, racisme, discrimination, et développer les postures. Fait que ça devient comme super pratico-pratique, mais la théorie vient au service, en fait, de notre travail au quotidien. Puis honnêtement, ce livre-là, je vais en faire donation à notre centre de doc, évidemment, parce que c'est une belle contribution aussi dans nos réflexions. Puis aussi, c'est se dire que il n'y a pas de féminisme exemplaire au Québec, c'est-à-dire que les militantes avec lesquelles je travaille au quotidien, c'est des militantes qui se disent féministes parce qu'elles descendent dans la rue, puis elles militent pour le droit à l'avortement ou elles militent pour des conditions de travail qui sont justes, puis leur réalité, c'est peut-être pas nécessairement encore de penser aux militantes, aux différentes intersections et sources d'oppression. Mais moi, mon travail, c'est de les soutenir, puis les aider à ouvrir un peu leurs yeux, puis de montrer aussi d'autres réalités, puis c'est quoi les effets de ces autres réalités-là sur les conditions de travail là, de leurs collègues, consoeurs au quotidien. Puis comment on peut finalement, au travers de tout ça, bien, se mobiliser pour de meilleures politiques publiques aussi au Québec. Voilà. Alors, je poursuis. De mon côté, j'avais ressorti peut-être 3 éléments là, à partager avec vous. Un peu plus avec un peu des constats à partir de aussi mon parcours professionnel. Donc, plutôt en sexologie, j'ai aussi travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux et maintenant comme professionnelle dans un ministère collègue avec Hélène. Donc voilà, j'ai beaucoup lu le livre en fait avec cette intention de faire ressortir ce qui m'apparaissait. Puis en fait, en écoutant ton mot pour présenter le livre, je trouvais que ça répondait à beaucoup de mes observations ou ça répondait à un besoin en tout cas. Fait que je pense qu'il y aura des liens à faire. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup lu le livre dans l'intention de faire ressortir ce qui m'apparaissait le plus accessible pour comprendre les notions en lien avec le sexe, le genre, le féminisme, puis aussi le plus accessible pour problématiser aussi encore les inégalités qui existent entre les sexes, parce que je pense que sans surprise, il y a encore un grand besoin de démontrer qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, puis c'est quelque chose que j'entends plus auprès de collègues dans mon parcours ou pas nécessairement en sexologie, là, mais de différents milieux où ils ne sont pas nécessairement habitués d'être confrontés à ces réflexions-là ou à ces savoirs-là en lien avec le féminisme. Donc, aussi même, je remarque que des fois, des personnes vont
vont arriver dans une posture un peu défensive, puis de ramener ça à leur expérience individuelle. Donc, des femmes qui vont dire, bien moi, j'ai jamais senti que j'étais limitée ou que j'avais vécu ou qu'à la maison, j'ai un conjoint qui s'occupe des tâches ménagères, donc il n'y a rien à signaler. Donc, d'amener cette compréhension-là qui est plus globale et distancée, je dirais, c'est encore vraiment un besoin. Donc, à ce sujet-là, je trouvais que bien, évidemment, les définitions, c'est la base dans le livre, nous permet vraiment là, une compréhension essentielle. Toutes les illustrations aussi sur la socialisation de genre et ses effets, on a tout plein d'exemples dans le livre qui peuvent être assez simples et efficaces, ne serait-ce que de parler de la réussite scolaire des garçons. J'ai aussi particulièrement aimé le segment sur l'épistémologie de la neutralité du masculin et de l'hétérosexualité. Je trouve que c'est tellement une façon, c'est ça, simple et efficace de prendre un recul de ce qu'on prend pour acquis ou normal. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je parle vite. Santé. Puis, je trouve que, justement, le livre regorge d'exemples qui peuvent être mobilisés, que ce soit en éducation à la sexualité avec des adultes ou avec des jeunes. Donc, de se concentrer, il y a tellement une panoplie d'exemples, que ce soit au niveau de la socialisation, au niveau de l'école, au niveau des choix en lien avec le travail, au niveau des lois qui existent, au niveau de la répartition des tâches, au niveau, même dans l'art, dans l'histoire. Donc, il y a vraiment une panoplie d'exemples qui peuvent être approfondis pour développer ces connaissances-là. Deuxième point, encore une fois, personnellement, qui parle de constat de moi au cours de mon parcours académique, il y a quelques années, là, je ne peux pas témoigner pour ce qu'il y en a aujourd'hui, mais personnellement, je trouve que dans mon parcours d'études en sexologie, particulièrement au premier cycle, je trouve que le féminisme était trop peu abordé, en fait, et pas nécessairement de manière explicite. On n'avait pas nécessairement de lieu d'échange pour aller voir vraiment c'était quoi les différents mouvements, les différentes perspectives. Puis, c'est sûr qu'on accorde beaucoup de place aussi à tout ce qui est diversité sexuelle et de genre, ce qui est une bonne chose, mais je pense que par moments, ça nous a peut-être amené à occulter certains savoirs féministes qui ont pu être développés plus globalement sur le genre, puis donc on manque un peu, on perd un peu de cette essence-là. Quand tu parlais de revenir sur l'historique, l'histoire, qu'est-ce qui a été fait, bien, je pense que ça en fait un livre là, super utile dans ce sens-là, puis que le livre, tout au long, nous permet de voir justement comment une analyse féministe peut contribuer justement à articuler les actions qu'on fait en ce sens-là, puis au niveau intersectionnalité, comme tu l'as nommé. Et à ce sujet-là, bien, j'ai particulièrement aussi aimé dans le chapitre 2, quand est présentée la typologie qui présente les 5 formes du féminisme. Je pense que c'est une belle façon de le faire, mais tout au long aussi, quand on aborde la sexualité ou l'hétérocentrisme, entre autres. Puis, finalement, pour moi, je trouvais que c'était aussi intéressant dans le travail que j'étais amenée à faire ou ce qu'on peut faire en sexologie, particulièrement en contexte de santé publique aussi, de promotion, prévention, puis d'élaboration de plans d'action, de stratégies gouvernementales, parce qu'on veut toujours agir à différents niveaux, que ce soit plus individuel, relationnel ou au niveau familial, au niveau communautaire ou sociétal. Puis je trouve que le livre, bien, justement, nous permet de dresser vraiment un portrait de toutes les possibilités, bien, en fait, toutes les actions qui ont pu être faites, puis comment ça peut nous aider aussi à nous inspirer pour la suite, puis de voir toutes les couches qui ne sont pas visibles à première vue, dans tous ces espaces-là, toutes les actions qui ont été faites. Fait que je trouve que c'est très inspirant, en fait, pour trouver des manières de mobiliser ces savoirs-là, puis aussi de travailler vers l'égalité, disons, de fait à ce moment-ci. Fait que très inspirant. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois. C'est très intéressant de constater la réception différenciée, mais il y a quand même des ressemblances, mais je ne ferai pas une analyse, c'est pas mon rôle. Je laisserai peut-être Hélène, si elle veut répondre, répondre. Réagir. Oui, lancer le débat, puis après on peut ouvrir aux questions, puis après, c'est le vin. Bien, merci vraiment à toutes les trois pour vos interventions, toutes différentes les unes des autres. Puis comme je vous connais toutes les trois, je savais qu'il allait y avoir cette diversité-là dans vos présentations. Puis tu as raison, Julie, il y a des choses qui sont moins abordées de façon approfondie dans le livre. Puis ça s'explique de toutes sortes de façons. Puis comme tu l'as dit, parce qu'on ne peut pas tout faire. Puis exact. Puis moi, j'étais dans un corpus un peu particulier, c'est-à-dire que je me suis donné des sources pour être un peu rigoureuse, peut-être qu'ils ont moins abordé ces aspects-là, effectivement. Mais ça ouvre des pistes de réflexion puis de poursuite de la discussion, évidemment.
mais ça montre aussi, je pense, à quel point souvent, il y a tellement de champs d'action, en fait, en lien avec ces questions-là que souvent, ben c'est ça, on va se spécialiser, puis on est dans une période de grande spécialisation qui fait en sorte que parfois c'est difficile de maintenir le dialogue entre des courants, entre des champs de réflexion. Puis une des choses que nous, on vit au quotidien beaucoup, c'est justement la réflexion sur comment on peut contribuer à dépolariser à la fois des gens qui pensent des choses différentes dans des vraiment qui sont à l'opposé idéologique, mais parfois des gens qui sont supposés être assez proches idéologiquement, mais qui deviennent opposés pour des raisons parfois qui sont obscures un peu. Et avec ce bouquin-là, mon objectif, c'était vraiment d'amener à montrer qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui convergent, en fait, dans les analyses d'approches théoriques différentes que d'éléments qui divergent et que pour continuer à construire des choses socialement, il va falloir qu'on les voit bien mieux, peut-être mieux, ces aspects-là. Puis, évidemment, là, Anne-Julie et moi, on travaille au quotidien ensemble en ce moment dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est des défis de tous les instants avec plein de gens très engagés, très motivés à réaliser des choses, à se former, à se développer. Il y a un grand défi en ce moment qu'on demande aux enseignants du Québec, c'est-à-dire d'être en mesure de faire de l'éducation à la sexualité sans avoir nécessairement de formation initiale pour le faire. C'est déstabilisant. C'est des gens qui ont une grande conscience professionnelle et qui ne veulent pas toujours se lancer dans des choses pour lesquelles ils ne se sentent pas formés. Donc, c'est pour ça aussi, ce livre-là, quand je dis que j'ai pensé aux collègues en éducation, c'est aussi ça. C'est d'offrir quelque chose qui est pas simple, hein, j'en conviens, Julie, mais on peut se référer. C'est un ouvrage de référence. On peut se référer à des sections puis pour se rappeler des éléments. Non, mais je sais exactement. Puis je pense aussi que dans le milieu syndical, c'est vraiment intéressant parce qu'on procède d'une histoire de mobilisation extrêmement riche, puis on est à un moment charnière aussi où il y a les premières générations de militantes qui ont porté avec elles un héritage, des transformations politiques, législatives, sont moins là, puis c'est pas simple de garder cette mémoire-là. Un des constats en histoire des femmes et du féminisme, c'est que d'une génération à l'autre, on oublie ou on renie ce que la génération précédente a fait. Et c'est un des éléments qui explique la perte de savoir en lien avec les analyses féministes dans l'histoire. Puis c'est toujours vrai à la période actuelle. On a rapidement tendance à vouloir disposer des premières, par exemple, intellectuelles en études féministes sous prétexte qu'elles n'étaient pas assez décoloniales, elles n'étaient pas assez ci, elles n'étaient pas assez ça, mais il n'y a pas d'intellectuel parfait, mais on peut toujours se nourrir et réfléchir à partir de nos prédécesseurs. Puis c'est un peu ça que je voulais aussi qu'on puisse faire là-dedans. Puis je trouve intéressant, ici, on est plusieurs générations aussi, de se dire qu'on n'a pas besoin d'être d'accord toujours pour travailler ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Mais, bon, alors, je trouve que c'est super. Ton optimisme me fait plaisir. Mais je trouve, moi je suis très, la fracture dans le mouvement féministe me désole et elle dure et elle s'amplifie. Bon, c'est toute la question d'un féminisme unique, plutôt blanc, plutôt tout le monde pareil. Bon, prenons le voile parce que c'est un des facteurs de division énorme. Puis ça continue. Puis tu sais, c'est rentré dans le gouvernement. Maintenant, c'est rendu la politique publique et tout ça fragilise dans un sens le mouvement féministe. Moi, ça m'inquiète parce que il y a des femmes, qui sont visées. Alors, donc, j'ai moins de mots que toi là, mais bref, je sens qu'il y a des fractures sur ce féminisme qui doit changer parce que le voile n'est pas qu'un symbole d'oppression. Ça dépend pour qui, ça dépend comment. Mais c'est sûr que le féminisme universaliste, qui veut qu'on donne un seul sens à cela, est très fort au Québec. Et je dois dire que dans toute l'histoire scolaire là, de l'école Bedford, où des hommes
musulmans, soit maghrébins, clairement ont décidé d'empêcher les enfants d'avoir l'éducation à laquelle ils ont droit, ça a relancé le débat sur le voile. Ce n'était pas des femmes voilées, là. Et donc, on vit dans ce monde un peu... moi, en plus, c'est difficile parce que comme sénatrice à Ottawa, j'essaye d'éviter de parler du gouvernement québécois. Mais c'est très dur parce qu'il reflète une pensée. Là. On n'est pas seulement dans un gouvernement déconnecté. Là. Il reflète où il essaye de... Donc, je ne suis pas tout à fait au même niveau que toi, mais je trouve quand même qu'il y a des choses, moi, qui m'inquiètent. Oui, mais en même temps, quand on se reporte aux années 70-80, puis qu'on se rappelle les divisions dans le mouvement féministe entre les féministes lesbiennes radicales, puis je veux dire, on avait des choses qui étaient aussi virulentes et violentes. Quand on se rappelle les fractures dans le mouvement de la gauche, c'est la même chose. Donc, je suis d'accord qu'il y a vraiment il y a de la polarisation en ce moment, c'est clair, mais c'est prendre un pas de recul historique nous permet de justement prendre une mesure un petit peu plus longue, puis se dire, bien, on peut apprendre de tout ça, puis comprendre comment on peut agir finalement pour proposer autre chose, ou en tout cas pour contribuer. Puis je pense que souvent, on est attentif à ce qui se passe dans les médias, puis dans le milieu universitaire, c'est une culture particulière. Ce que je trouve intéressant avec la table ronde d'aujourd'hui, c'est que quand on est dans des milieux de pratique différents, on n'a pas le choix de transiger avec le sens commun, puis avec des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est une obligation, c'est au quotidien. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que pour moi, il y a une belle potentialité là aussi à partir des expertises qui se développent dans ces milieux-là pour construire du lien puis des stratégies de travail ensemble. C'est ça qui est intéressant. Un ouvrage de synthèse comme tu l'as produit nous permet justement aussi simplement d'expliquer des concepts, puis ensuite tu les approprier pour par la suite aller aborder ces questions-là, approfondir les analyses. Tu nommais, Julie, à juste titre que il y avait des enjeux avec une certaine forme de féminisme blanc, encore institutionnel, tout ça. Mais c'est aussi une forme il y a encore des zones d'ombre parce que ces concepts-là sont pas connus, sont pas abordés, sont pas discutés, sont pas problématisés dans des espaces publics où on pense des politiques publiques. Et nous, notre travail, c'est, bien, je pense entre autres au milieu syndical, mais au milieu communautaire, au milieu politique aussi, parce que tu es dans le milieu politique également, puis au milieu de l'éducation, vous travaillez pour la fonction publique, bien, d'amener petit peu à petit peu en discussion ces éléments-là théoriques, puis de montrer les différentes articulations autour des types d'oppression, puis faire voir, en fait, les effets de tout ça. Donc, c'est là où, bien évidemment, quand on a une politique publique qui se veut neutre, puis on se rend compte qu'elle a des effets discriminatoires pour certains groupes, bien peut-être que c'est pas là où on veut aller systématiquement. Et là, tranquillement, pas vite, en sensibilisant, bien on est capable peut-être d'ouvrir la discussion puis le dialogue pour essayer de modifier un peu et d'influencer au final notre objectif qui est d'atteindre une plus grande égalité entre toutes les femmes, puis évidemment, permettre à tout le monde d'accéder éventuellement à une égalité de fait. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de barrières à tout point de vue. Là. Il y a la barrière idéologique, il y a la barrière de la connaissance aussi. Donc, ça prend beaucoup d'informations, de discussions, puis le pas de recul dont tu fais mention est nécessaire parce que c'est inutile de s'engager dans un dialogue de sourds. Au contraire, il faut prendre la partie avec laquelle qu'on souhaite influencer comme elle est, puis ensuite on l'accompagne petit à petit, puis on essaie d'influencer au meilleur de nos connaissances. Puis ces espaces-là d'oppression, ils sont encore bien réels dans toutes les sphères. Tu as parlé de la sexualité, entre autres, puis c'est des sources aussi, c'est privé, bien souvent encore, c'est peu ou pas abordé. Dans le milieu de l'éducation, bien, on commence à le réaborder d'une manière différente aussi. Puis, comment est-ce que ça va être intégré aussi dans le cursus? Puis, pour la suite, là, comment est-ce que les professeurs vont s'approprier ces contenus-là? Ce sera vraiment intéressant de t'entendre. Je te lance la discussion. Je t'envoie là-dessus. Là. De comment ils vont aborder ces notions-là. Oui. Bien, je pense que c'est le défi, c'est un défi quotidien là, quand même. Puis justement, d'arriver à le vulgariser puis à le donner d'une manière qui
que les enseignants et les enseignantes vont être capables de le travailler avec les élèves, pas déjà de comprendre ce que c'est, développer des connaissances là-dessus, puis après ça, comment le travailler avec des jeunes aussi, tu sais, puis avec une classe où il y a... oui, exactement, puis, et que c'est très... hétérogène, une classe, là, on parle de, oui, de différents horizons. Il n'y a pas juste garçon-fille, c'est que c'est complexe parce que parfois, les filles ensemble veulent parler de questions plus intimes, mais je pense que ça ne se fait pas dans notre système parce qu'on est beaucoup dans des écoles... oui, exact. Puis de toute façon, je pense que c'est un lieu privilégié, justement, pour qu'on puisse discuter de ces choses-là quand même, tout le monde ensemble. À condition qu'ils parlent, à condition qu'ils ouvrent la bouche. Oui, bien c'est sûr que dans le programme là, Culture et citoyenneté québécoise, on les amène à développer des connaissances, puis à réfléchir sur des questions, puis on n'amène pas... en fait, c'est de développer des connaissances générales aussi de base qui va leur permettre après ça d'être outillés pour regarder différents enjeux ou différentes réalités. Donc voilà, mais c'est vraiment un défi qu'on a aussi parce que on n'a pas, disons, une facilité d'accès non plus aux enseignants ou aux enseignantes. Le temps de formation, c'est ça qui est limité. Donc, il y a de trouver l'équilibre dans être capable de donner les meilleurs outils ou les meilleures informations possibles pour qu'ils soient capables de les transmettre aux jeunes parce qu'on ne peut pas se permettre des formations d'une semaine ou d'aller recommander de lire au complet le livre. Non, non, mais dans le sens que c'est ce que je disais, moi, que, comme tu dis, c'est un ouvrage de référence, puis de dire, OK, bien, on va s'intéresser à la prochaine danse, on va s'intéresser à la socialisation de genre, bien, on peut vraiment se référer puis dire, ah, je vais aller voir ce chapitre-là, puis aller le décortiquer. Puis c'est ce que le programme CCQ, en fait, nous permet de faire, c'est d'aller plus approfondir puis décortiquer certaines réalités, puis de mettre à l'épreuve, en fait, nos connaissances sur certains concepts, certains savoirs. Fait que je pense que c'est... en ce sens-là, le livre va être tout à fait utile, mais on a un grand défi là, quand même devant nous. Merci beaucoup à vous quatre, pas à vous trois, mais à vous quatre. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je pourrais prendre quelques questions s'il y en a, ou des commentaires, ou quoi que ce soit. Allez-y. De toute façon, on apprend à accepter le silence pendant un certain temps. Mais je parle Tout est... Oui, allez-y. Oui. Ben oui. En fait, avant d'arriver à la question, je ferai un petit préambule, si tu te permets, là. Ce que tu viens de dire, justement, au sujet du fait que ce livre-là, on peut aussi l'appréhender par des bouts, et pas nécessairement dans son entièreté. Je pense que c'est une des grandes forces du livre. C'est un livre qui est extrêmement ambitieux parce que, je veux dire, couvrir l'ensemble de ce champ-là dans un ouvrage synthèse qui est malgré tout juste de quelques centaines de pages, c'est extrêmement ambitieux. Surtout que l'intention, c'était de créer des liens entre ces différents champs de recherche-là au sein de cette nébuleuse-là du féminisme, du genre et bon, de la question des rapports sociaux de sexe. Donc, on peut l'appréhender dans son entièreté si, évidemment, on se lance dans un sacerdoce et qu'on veut absolument tout comprendre, mais on peut aussi y référer par ses différentes parties. Et puis, je trouve que la grande force, c'est d'avoir, dans le fond, c'est un livre qui dévoile les inégalités et les problématise. Puis ça, tu le présentes bien dans ton introduction, c'est-à-dire que au départ, il s'agit aussi de mettre en lumière l'ensemble des savoirs empiriques qui ont été développés au Québec autour de ces questions-là, qui sont souvent pas assez mis en lumière, puis qui, à partir desquels on peut effectivement prendre la mesure des inégalités qui sont toujours prégnantes au Québec. Donc là, je ne veux pas perdre de vue ma question. Mais donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce cheminement-là, c'est-à-dire de dévoiler les inégalités, de les problématiser ensuite pour être capable non seulement de les voir, alors qu'elles sont si souvent invisibilisées, mais aussi de comprendre, de les replacer dans un contexte l'anglicisme, c'est faire du sens, là, mais c'est plutôt de donner un sens, en fait, à ces inégalités-là que beaucoup de personnes sont interpellées par les inégalités sans être nécessairement en mesure de comprendre dans quoi elles s'inscrivent. Puis ça, c'est un livre qui va être extrêmement utile à cet égard-là. Sauf que ma question, j'y arrive. En fait, Hélène, dans
tu adoptes une posture quand même assez distancée dans ce livre-là. Oui. C'est-à-dire que tu exposes aussi différentes manières de problématiser ces inégalités-là, donc les différentes perspectives féministes qui ne sont pas toutes très bien réconciliables, en effet, sont vraiment, je dirais, honnêtement présentées. Puis j'imagine que ça a dû être difficile, d'une certaine manière, parce que tu n'es pas non plus un esprit sain qui flotte dans tu dis toi-même, tu te positionnes certainement. Comment tu réussis finalement à adopter cette posture-là assez distancée pour arriver à la synthèse à laquelle tu arrives finalement? C'est une Est-ce que très ça a été bonne difficile? question. Puis comment tu as trouvé à négocier finalement cette posture? Bien, merci, c'est vraiment une bonne question. Merci, Catherine. Je reste située, hein. C'est pas parce que j'ai cette distance-là que on ne peut pas deviner des choses à travers. Il y a des analyses qui sont quand même très spécifiques puis qui se positionnent, mais effectivement, je pense qu'un des éléments d'explication, c'est que je me positionne pas vraiment clairement, je ne m'affilie pas à aucun courant théorique de façon explicite. Chacun, pour moi, a une forme de potentialité, mais d'insuffisance aussi. Fait que c'est aussi ça qui m'a permis, je pense que comme j'expliquais dans mon mot d'introduction, à ce propos-là aussi, je me suis toujours sentie entre. J'ai été formée par des matérialistes. J'ai ensuite continué mes réflexions plus vers des travaux sur l'intersectionnalité, le décolonialisme. En même temps, il y a des potentialités liées avec le féminisme de la différence qui sont, à mon avis, inexplorées puis intéressantes. Mais donc, c'est pour ça que je voulais rendre justice, en fait, parce que je pense qu'une partie du dialogue que je souhaite, c'est aussi d'être capable de rendre justice à chacun de ces approches-là sans les condamner à l'avance par une posture qui serait fermée, et c'est pour moi la stratégie que j'ai appris à développer dans tous les contextes de travail que j'ai eu à avoir, parce que des gens avec qui il y avait des positions irréconciliables, j'en ai croisé plusieurs, mais pas avec toi, Julie. On en a croisé plusieurs, on pourrait le dire comme ça. On en a croisé plusieurs. Et j'en croise à tous les jours, encore aujourd'hui. Donc, la seule stratégie possible, c'est d'essayer vraiment de comprendre, de reconnaître ce que les gens sont capables de nous apporter, mais ensuite de se permettre une forme de critique puis de problématisation que je ne m'empêche pas de faire dans l'ouvrage. Mais je voulais pas que ça soit... Puis souvent, ça a été une de mes difficultés dans ma trajectoire professionnelle, c'est qu'on avait de la difficulté à me situer, à me dire, est-ce que tu appartiens à tel courant, ou est-ce que tu fais ci ou ça? J'ai toujours refusé de le faire, un peu malgré moi, c'est-à-dire que c'est comme ça que je travaille. Et c'est ça. Fait que si ça devient une force dans cet ouvrage-là, tant mieux, parce que c'est ce que je voulais. Je veux renchérir. D'abord, vous ressemblez. C'est ma soeur. Oui, mais dans la façon de vous exprimer, c'est intéressant quand même. Et moi, je l'ai remarqué particulièrement dans le petit bout sur prostitution, travail du sexe, parce que c'est un sujet particulièrement difficile à aborder, sur lequel il y a beaucoup de jugements de valeur, et où prendre une posture, c'est relativement facile, et tu as choisi de rester à l'extérieur. Alors, moi, ça m'a fascinée parce que moi, je ne reste plus à l'extérieur. Moi, je suis capable, maintenant, je peux donner mon opinion sur tout et rien, mais je ne suis pas une chercheuse comme toi. Et je fais quand même des nuances. Mais toi, c'est plus que ça. Là. Tu expliquais la chose, ça m'a vraiment... Mais si on veut rester dans la complexité, on n'a pratiquement pas le choix. T'sais, si on veut rester dans une posture où on reconnaît la complexité des questions, il y a un moment où on a à se positionner, c'est le moment politique. C'est ça la vie politique, c'est se positionner pour des options. Mais quand on réfléchit, il faut être capable d'adopter une autre posture. Oui, puis exact. Et aussi dans ce qu'on fait avec le milieu scolaire, ce qu'on demande aux enseignants, c'est de garder une sorte de réserve, d'être capable d'accompagner des jeunes dans le développement de leur pensée, avec des balises, là, il y a des balises, mais sans leur imposer à l'avance les bonnes réponses, les bonnes normes, ce qu'ils doivent penser. Et ça, c'est très exigeant, puis c'est ça qu'on fait, nous, au quotidien, essayer de construire cette posture professionnelle-là. Donc, c'est probablement aussi ça qui m'amène à l'avoir dans ce livre-là. Oui, mais je dirais que tous les sujets c'est un sujet lourd, prostitution, travail du sexe. Quand on dit,
il y a ça, il y a ça, il y a des bons arguments des deux côtés, ça devient difficile parce qu'on ne sait rien en chiffres. On n'est pas capable de mesurer l'exploitation qui existe parce qu'elles ne parlent pas, les femmes exploitées en général. Donc, on est pris dans ce dilemme si on traite, il faut traiter tout avec respect, mais la prise de position, comme tu dis, à un moment donné... c'est du ressort du politique, c'est ça. Quand on a à se prononcer sur l'exploitation sexuelle dans le champ politique, c'est une chose. Quand on essaie de comprendre ce qu'on sait, c'est quoi les limites de nos connaissances, comment finalement on définit le phénomène, comment la définition qu'on se donne recouvre peut-être pas toutes les possibilités. Je pense qu'il y a un champ de réflexion qu'il faut qu'on laisse ouvert si on veut continuer à avancer ensemble. Puis c'est ça le... Oui, non, mais c'est pour cette question-là, elle était vraiment bonne. Exact, merci. D'autres commentaires sur l'autonomie de la pensée? La nuance, c'est difficile, je le verser, c'est quand même assez difficile. Mais tu as le calme. Ça apparaît encore plus difficile, mais les médias donnent l'impression que c'est plus difficile, mais c'est pas aussi. Non, mais l'impression qui en ressort, par exemple, ça donne aussi de la crédibilité à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi aussi, là, je l'ai essayé. Là, on se connaît, fait que j'ai essayé de voir, bon... Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Oui, honnêtement, là, c'est beaucoup la posture de l'historienne aussi, c'est-à-dire que tu témoignes dans une relative neutralité, bien sûr, assez rigoureuse, justement, d'un état de fait au Québec, puis d'une trajectoire historique aussi au travers, tu sais, fait que c'est fort pertinent là, dans le contexte. Puis je pense que la nuance, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage où on prend position non plus, c'était pas ça l'objectif de cet ouvrage-là, mais on le voit bien. Là. Moi, ça m'a habité dans ma lecture. Et je rajouterais que cette capacité de nuance et d'écouter les autres et de comprendre a été extrêmement utile à Hélène au Conseil du statut de la femme, parce qu'on a vécu une crise épouvantable durant la Charte des valeurs, puis il fallait essayer d'écrire un texte qui réunissait des femmes qui avaient des pensées complètement opposées. Mais elle n'a pas signé. C'est ça, exactement. Mais j'avais juste besoin d'un texte. Ça, je peux signer ça. Oui. Mais c'était remarquable parce que moi, j'étais habitée par une assez grande colère. Donc, mais il fallait qu'on trouve une voie de sortie. Et donc, c'est peut-être ça la constante de ma trajectoire professionnelle, finalement, trouver des voies de sortie. C'est bien, c'est utile. Merci. Merci beaucoup.